Les ruines dont je parle sont celles qui ont peut-être scellé la relation amicale d'un grand écrivain comme Beckett et d'un autre très grand écrivain qui est Sioran. Deux écrivains qui se sont retrouvés dans les ruines de l'univers parisien, certes, mais de l'univers universel. C'est-à-dire que ce sont des écrivains qui ont compris le monde à leur façon. Et dans ce livre, qui est un recueil d'essais scientifiques, donc il faut bien le préciser, je pars de Sioran, je pars de la vision tragique du monde de Sioran, qu'il a nourri grâce à sa propre, disons, soif de vivre, rage de vivre, mais en même temps insomnie, fatigue d'être, et qu'il a développé aussi grâce à Kierkegaard, Schopenhauer, Unamuno, donc des philosophes qualifiés d'existentialistes et de tragiques, pour aller vers un rapport poétique et philosophique avec l'existence. Donc c'est cela les ruines. Les ruines, c'est comment se supporter soi-même pour donner du sens aux autres. C'est un peu chaotique, mais c'est ça. C'est la vision de Sioran et de Beckett. On part de soi-même pour aller vers l'autre. C'est un écrivain très actuel, non seulement parce qu'il y a eu un volume en Pléiade qui est paru très récemment, mais parce que cette voix-là, ce Roumain, cet homme des Carpates, qui a commencé à écrire tardivement en français, est devenu, et comment, l'un des plus grands écrivains de la seconde moitié du XXe siècle. Et puis, on sent que quand on lit Sioran, on prend par hasard n'importe quel fragment, quelle page. On sent que c'est actuel. Là, par exemple, je viens d'ouvrir le volume par hasard, mais vraiment par hasard. Et je peux vous lire un fragment que je pourrais commenter devant vous, et vous verrez que cela a du sens. Je passe mon temps à conseiller le suicide par écrit et à le déconseiller par la parole. C'est que dans le premier cas, il s'agit d'une issue philosophique, dans le second, d'un être, d'une voix, d'une plainte. Voilà, vous voyez, bien sûr, le mot est lâché, c'est philosophique, mais quand il parle de voix, de plainte, d'être, c'est un tragédien, c'est un Échille, c'est un Shakespeare du XXe siècle. C'est-à-dire que, ou un Racine même, hein, c'est-à-dire que sa parole est une parole tragique, avec cette sagesse qu'on trouve dans les chœurs grecs, dans les chœurs des tragédies. Et sur rang actuel, oui, mais sur rang très actuel, encore plus, parce que quand on parle du suicide, là, par exemple, pour ce fragment, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, une révolution telle que la révolution tunisienne a commencé par un acte suicidaire. Mohamed Bouazizi s'est immolé par le feu. Et ça a donné une révolution. Donc le suicide philosophique, mais pas le suicide au sens banal du terme. Donc sur rang actuel, oui, il faut lire ces ébauches de vertige, par exemple. Ébauches de vertige. C'est vertigineux, c'est beau, mais en même temps, il y a de la profondeur philosophique. J'ai déjà écrit un livre sur Sioran qui s'intitule Le gai des espoirs de Sioran, qui est un travail complètement axé sur la pensée de Sioran. À l'abri dans les ruines, part de Sioran, mais va vers d'autres, disons, explore d'autres horizons. Hein. Il est question d'autres écrivains qui étaient les amis de Sioran, Beckett, Armel Gern, un grand peintre comme Pierre Alechinsky, Bichot, Saint John Perse, puis il y a Pascal Quignard et le fragment, Salah Stétier, Yves Leclerc, et j'en passe. L'approche littéraire qui est la mienne est une approche qui mise beaucoup sur le savoir, c'est-à-dire sur la culture universelle. Comment peut-on analyser un texte, lire un texte, à partir d'un ensemble de textes, c'est-à-dire que le texte n'est jamais refermé
sur lui-même. Le texte est vivant, il est ouvert, et pour l'explorer, il faut se donner la chance, c'est-à-dire les outils, les clés. Donc quand on lit À l'abri dans le ruine, poésie et philosophie en écho, je pense qu'on peut apprendre à lire un texte. C'est-à-dire que dans l'avant-dire qui ouvre ce livre, je m'explique. Là, par exemple, en Pléiade, où les chercheurs parisiens sont un peu fermés sur eux-mêmes. Ils pensent qu'ils savent tout d'un écrivain, qu'ils savent tout d'une œuvre. Or, ce n'est pas vrai. Un Tunisien comme moi, bon, j'ai les œuvres complètes de Sioran, des textes inédits, j'ai voyagé en Roumanie, son pays natal, j'ai participé à plusieurs colloques sur Sioran. À chaque rencontre entre Sioraniens, j'ai pensé pouvoir apporter mon grain de sel, c'est-à-dire ma lecture personnelle. Et c'est cela. Un étudiant en lettres ou un chercheur en lettres doit avoir sa vision de l'œuvre sur laquelle il travaille. C'est bizarre, Sioran, qui n'est pas poète, est très poète. Il vit peut-être dans les marges de la poésie. Mais qu'est-ce que la poésie finalement? C'est quoi la poésie? Peut-être que la réponse est dans votre question. La poésie, c'est la parole vive, c'est-à-dire une parole capable de se régénérer, de renaître de ses cendres. Parce que la parole philosophique, quand on cite les grands philosophes, alors on peut parler de Platon, oui, mais Platon a banni les philosophes. Aristote qui a écrit l'art poétique en quelque sorte, c'est-à-dire il a théorisé la poésie, mais quelle poésie? Le théâtre grec notamment. Tous ces philosophes, Kant, Descartes, Hegel, aimaient la poésie, mais en même temps, ils étaient méfiants de la poésie. Ils se méfiaient d'elle parce qu'elle elle est perspicace, et elle est maligne, elle est malicieuse même. Et Sioran, dans ses écrits français ou roumains d'ailleurs, hein, a fait preuve de beaucoup de poésie. Un langage fleuri, un langage ouvert sur le monde, capable de décrire le monde tel qu'il est. Donc, et c'est cela les poètes. Quand on lit Beckett, on ne sait pas si c'est vraiment du théâtre, de la poésie, de la prose. Michaud aussi, quand on lit Plume, on ne sait pas si c'est un récit, un poème, une pièce de théâtre. Et ces gens-là étaient les amis de Sioran. Et il a ça en commun avec eux. Une quête de la parole vive, de la parole vivante, de la parole capable d'être le monde, d'incarner le monde, mais en même temps de le transformer.